Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Monster. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux spécialistes pour vous parler des conseils pour bien effectuer un salon du recrutement. Donc moi je suis Lucie Bedrosian, je travaille pour Monster au sein de l'équipe marketing et je suis ravie vraiment de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Donc merci à tous les fidèles qui nous retrouvent de numéro en numéro et bienvenue aux nouveaux participants. Donc le principe c'est d'avoir un échange vraiment interactif, n'hésitez pas à poser vos questions, on les traitera pendant le dernier quart d'heure du webinaire. Dans la mesure du possible, on fera notre possible pour répondre au maximum de questions. Sinon, pas de problème, vous êtes en contact avec nous, donc on reviendra par la suite aux questions qu'on n'aura pas pu traiter. Donc le sommaire, on va rapidement présenter les trois organismes qui sont sur le plateau, donc Monster, Carrefour pour l'emploi, le CIDJ, et ensuite rentrer dans le vif du sujet puisque c'est ce qui vous intéresse, donc voir concrètement les différentes étapes de préparation pour être efficace lors d'un salon du recrutement, et voilà, partager avec vous tous les conseils, les astuces qu'on a pu nous voir et mettre en pratique, voilà, pour vous permettre d'être le plus pertinent possible. Donc Monster, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est votre partenaire emploi depuis plus de 20 ans en France, mais aussi à l'international. Donc on met en relation les entreprises qui recrutent avec les personnes en recherche d'emploi par différents moyens, via notre site évidemment, vous pouvez trouver toutes les offres d'emploi dans tout secteur d'activité, mais aussi sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers notre application mobile où vous pouvez swiper, c'est-à-dire glisser avec le doigt pour postuler ou pas une annonce. Donc voilà, on met en œuvre différentes façons de conseiller les candidats. Et puis bien entendu, on se rend régulièrement à des salons, on aura l'occasion d'y revenir, à des salons de recrutement spécialisés ou généralistes pour venir à votre rencontre, faire du coaching CV, l'aide de motivation, et voilà, vous accompagner du mieux possible dans votre recherche d'emploi. Donc vous voyez quelques chiffres clés, hein, je ne reviendrai pas dessus puisque vous les avez, sur qui on est, ce qu'on fait, vous donner un petit peu une idée de notre force de frappe et de notre expertise sur le métier. Carrefour pour l'emploi, donc qui est représenté aujourd'hui par Lynn et Ella. Donc oui. Lynn, bienvenue, merci d'avoir accepté de prendre la parole aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce que vous faites chez Carrefour pour l'emploi et puis un petit peu l'objectif de votre organisme? Oui, donc bonjour déjà, ravie de partager ce webinaire avec vous et Valérie. Je suis rédactrice et community manager chez Carrefour pour l'emploi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Carrefour pour l'emploi, c'est un établissement d'utilité publique et donc un facilitateur entre le candidat et le recruteur via des événements tels que Paris pour l'emploi, mais on reviendra dessus un peu plus tard, et des outils dédiés, notamment là récemment le CV Analyse qui est disponible sur notre site Paris Emploi et qui permet aux candidats de trouver des offres d'emploi qui correspondent à ses compétences. Voilà. Très bien. Merci Lynn. Valérie Desflandres, bonjour et bienvenue. Merci bonjour. Également d'avoir accepté de participer aujourd'hui. Donc vous représentez le CIDJ. Qu'est-ce que c'est? Alors, je suis conseillère au CIDJ. Le CIDJ est un lieu unique où toute personne peut venir nous poser des questions sur la construction de son projet professionnel, s'informer sur les métiers, les études. Pourquoi pas nous interroger également sur partir à l'étranger pour réaliser des études, trouver un stage, trouver un premier emploi. Nous informons sur vraiment tous les sujets qui peuvent intéresser toutes les personnes dans cette construction et la réalisation de leur projet professionnel. Très bien, merci. C'est le moment de partager avec vous les conseils. Donc, comment se préparer? Donc, on va vous expliquer pourquoi et comment cette phase de préparation est essentielle à la réussite d'un salon pour l'emploi quand vous y participez pour rechercher une opportunité de carrière. La base, c'est d'être sûr d'avoir un projet professionnel clair
est définie. Ça peut paraître élémentaire, mais si ce n'est pas clair pour vous, ce ne sera pas clair pour les recruteurs qui vont vous recevoir. Donc Valérie, est-ce que vous pouvez peut-être donner quelques conseils pour aider à préciser ce projet professionnel? J'ai toujours l'habitude d'insister sur cette phase de préparation. Elle a un double objectif, c'est préparer ces arguments que nous allons présenter au recruteur pour le convaincre, et c'est également une façon un peu de se déstresser, d'être plus en confiance avec ce que nous allons dire, comment nous allons le dire. Donc cette phase de préparation, elle est hyper importante. Point de départ, qui est le point de départ également pour rédiger son CV, sa lettre de motivation, ses entretiens, c'est bien cerner ses objectifs professionnels. Mon projet professionnel, il va couvrir ces champs de compétences, quelles sont mes qualités pour réaliser ces futures missions. Voilà, c'est vraiment un check-up de tout ce que nous allons apporter à l'entreprise et pouvoir présenter au recruteur et le convaincre de notre activité positive au sein de son organisme. D'accord, donc on a bien compris que la première étape vraiment de préparation, ça passe par se préparer soi-même, à faire un travail d'introspection. Et, il faut lister toutes ces fiertés, ces réussites. Alors, des réussites, lorsque nous sommes jeunes diplômés, c'est pas toujours évident, mais on a eu tous des jobs, des stages ou des expériences extrascolaires si nous sommes engagés dans une association pour un événement. Et c'est se rappeler de comment nous avons réalisé ces différentes missions, comment nous nous sommes révélés, quels ont été les retours positifs des collègues, des tuteurs, des amis, des autres bénévoles, pour avoir conscience de notre valeur. Et déjà, si on arrive à se convaincre que nous sommes le candidat idéal, je pense que c'est beaucoup plus facile de convaincre et de se présenter, d'être à l'aise. Exactement. Convaincu, convaincant. Donc, oui, tout à voilà. fait. Ouais. Donc une fois cette première étape de définition du projet professionnel effectuée, on vous a listé quelques points à travailler plus en profondeur, notamment se renseigner sur le salon, se renseigner sur les entreprises qui seront présentes, qui auront des stands, sur leurs perspectives de carrière, les offres qu'elles proposent, voir s'il y en a qui vous correspondent ou pas. Vous n'allez pas vous attarder sur un stand d'une entreprise qui n'est absolument pas dans votre cœur de métier, ni votre secteur d'activité. Donc voilà, prenez le temps de voir un petit peu qui est là, qui fait quoi, identifier les mots-clés de l'annonce. Je rajouterais, c'est se renseigner sur les entreprises, c'est bien regarder le site internet des entreprises pour repérer leur propre profil de poste. Ça permet aux candidats de se caler par rapport aux attentes de chaque entreprise. Moi, je conseille d'avoir un carnet et chaque page, une entreprise. Et nous allons aller voir tel recruteur de telle entreprise. Il se situe où? Dans le salon, le numéro du stand, quel profil de poste avec l'intitulé exact du profil de poste et les missions demandées. Et en face de chaque mission, se rappeler d'un exemple que nous allons pouvoir lui présenter pour prouver que nous avons cette compétence. Très bien, donc faire du repérage dans tous les sens du terme, à la fois sur le site des entreprises, mais également sur l'emplacement du salon, le stand, pour être efficace véritablement et pas perdre de temps et de l'énergie. Il faut repérer les profils de poste, les missions attendues par le recruteur, mais également les mots-clés, quelles sont les valeurs de l'entreprise. Il faut en profiter également pour s'informer sur ses projets en cours. C'est toujours très intéressant de savoir quelle est l'actualité de chaque entreprise. Donc il faut vraiment se faire réaliser une fiche mémo par entreprise et puis en repérant l'emplacement de chaque entreprise, ensuite se faire un petit parcours pour avoir repéré quelles sont les entreprises que nous voulons absolument voir
Moi, je conseille surtout de rencontrer les recruteurs le matin, éviter à tout prix les fins d'après-midi. Les candidats sont fatigués, les participants au salon également, et des fois il y a un peu moins de réceptivité d'une part et d'autre. Du coup, voilà, tout ce travail de préparation, il est franchement pas inutile. Il va nous aider sur plusieurs points. Tout à fait, c'est un travail vraiment essentiel et indispensable. Oui. Donc on a vu la définition du projet professionnel, on a vu la phase de repérage des entreprises, de leurs offres, de leurs mots-clés. On n'a pas parlé de réseaux sociaux, notamment son e-réputation, nos profils professionnels ou privés. Donc Lynn, vous êtes community manager. Quels sont les bons conseils que vous pouvez partager avec les personnes qui nous regardent aujourd'hui? Déjà pour commencer, ce qui est très important, c'est d'aller par exemple sur Google ou un autre moteur de recherche et taper son prénom et son nom de famille. Donc pour voir tout ce qui se dit sur nous et pour pouvoir en fait avoir un aperçu et essayer de gérer au maximum sa réputation sur les réseaux sociaux, mais aussi sur par exemple les blogs ou les forums, etc. Déjà, il faut se mettre en tête aussi que une e-réputation, c'est vraiment la carte d'identité du candidat ou de n'importe quelle personne, mais sur le numérique, version numérique. Et du coup, on va vraiment, le recruteur, lorsqu'il va taper le nom du candidat sur Google, il va vraiment trouver tous ses réseaux sociaux, tout ce qui a été dit, et tout ce qu'il pense, et toutes ses photos. Donc, et ses vidéos. Et ses vidéos aussi. Et donc, le conseil que je peux donner aux candidats, c'est vraiment déjà de verrouiller son Facebook si on a des photos un peu compromettantes avec les copains de soirée ou quoi que ce soit. Twitter, éviter tous les sujets polémiques, donc tout ce qui concerne la religion, les sujets politiques, parce que justement, le recruteur n'a pas à connaître vos opinions. Et puis en plus, c'est très personnel et on doit rester un minimum professionnel sur Internet. Et bien évidemment, sur LinkedIn, je conseillerais de faire un profil, donc déjà de décrire ses missions sans en rajouter, c'est-à-dire peut-être arranger la vérité, rajouter quelques missions qui ne sont pas forcément vraies, parce que si le recruteur se rend compte que le CV dit quelque chose et que sur LinkedIn on se retrouve avec un CV totalement différent, et ben ça décrédibilise le candidat. Et la plus-value sur un réseau professionnel comme LinkedIn ou Viadeo, c'est qu'il a la possibilité de faire une présentation comme une biographie où il va se décrire et mettre en avant ses compétences via des mots-clés. Et donc je conseille vraiment à chaque candidat de travailler, ça rejoint un peu finalement le projet professionnel, c'est qu'à partir du moment où on connaît qu'on a mis en place son projet professionnel, eh ben, on peut se décrire, faire une petite biographie qui va finalement capter l'attention du recruteur quand il va aller sur LinkedIn ou Viadeo. Il va se dire, ah bah en fait les compétences qu'il est en train de citer et l'expérience qu'il a eue, bah, c'est exactement ce que je recherche chez un candidat. Oui, tout à fait. Retravailler sa présentation sur LinkedIn permet de travailler cette fameuse phrase d'accroche que nous allons pouvoir dire dès lors qu'on est face au recruteur. Du coup, voilà, c'est trouver une cohérence. Les profils, les réseaux sociaux sont des outils dans notre recherche d'emploi. On ne peut pas s'en passer dans beaucoup de métiers. Et du coup, il faut vraiment, comme tu disais, être en cohérence et retravailler ce profil, le rendre actif, vivant, parce que ça ne sert à rien d'avoir un profil sur LinkedIn si on n'a pas un minimum, une veille sur l'actualité, sur son domaine d'activité. Bien sûr. Donc, les mots-clés, c'est... être vrai, rester authentique, cohérent
sur tous les supports, que ce soit les réseaux sociaux, personnels, professionnels, mais également sur les profils des sites d'emploi comme Monster, donc rester cohérent d'un support à l'autre. Et, pardon, donc mettre en avant l'essence de qui on est, de façon synthétique. Un autre point également très important dans la phase préparatoire, ce sont les questions. Les questions classiques, attendues, on vous en a présenté quelques-unes ici, donc elles ne seront pas forcément formulées de cette façon-là, mais en tout cas, l'objectif des questions, c'est souvent le même. C'est, voilà, dites-moi un petit peu plus sur vous. Si je devais appeler votre ancien employeur, comment il vous décrirait ? Comment vous décrirez votre mère, votre entraîneur de foot ou autre. Voilà, donc vraiment prendre le temps d'anticiper ces questions attendues, classiques. Les préparer. Les préparer. Ouais. Comment on pourrait les préparer justement ? On les prépare à l'écrit. Et ensuite, nous allons les synthétiser, retravailler les mots-clés. Si nous avons repéré des mots-clés dans des annonces ou des profils de poste, essayer de les glisser dans cette présentation. La question à laquelle nous ne couperons pas, c'est « présentez-vous ». Dès lors que le recruteur nous pose cette question, on va lui demander s'il désire une présentation succincte en 2 phrases ou s'il préfère qu'on lui explique comment s'est construit ce projet professionnel, comment nous avons fait nos choix. Moi, du coup, en tête, avoir 2 phrases de présentation. Pourquoi je me présente face à lui, quel poste je vise ou pourquoi je suis attirée par ce domaine et quelles sont mes compétences, mes atouts principaux. Et si on n'a pas encore une grande expérience professionnelle, si on en est au tout début de sa carrière, ajouter ces qualités. Tout à fait, on y reviendra tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les soft skills, tout ce qui est savoir-être, compétences comportementales, donc on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure à ce sujet. Voilà, donc préparer les questions et les réponses qui seront posées sur notre personne. Oui. Les répéter. Maintenant, avec un smartphone, c'est facile de se faire des petites vidéos. On peut se filmer seul et ensuite regarder, repérer un peu nos tics, comment nous nous tenons et puis voilà, comment notre discours est déroulé, est-ce qu'il est clair et ça nous aide à avoir également ce regard sur nous. Tout à fait. Attention également à certaines questions, donc là on a mis question piège, mais c'est la question pour moi un peu bonus qui peut marquer des points ou vous en faire perdre. Voilà, une fois que vous avez répondu aux questions sur vous, sur qu'est-ce que vous avez compris du poste, etc., on va sûrement vous dire est-ce que vous avez des questions. La réponse c'est oui, vous avez forcément des questions pour montrer que vous êtes intéressé par l'entreprise, que vous voulez en savoir plus, que vous vous projetez, que vous êtes curieux de son actualité. Donc, d'où ce qu'on l'importance recommande clairement, c'est de dire que vous avez des questions et si on ne vous pose pas la question, vous de dire voilà, j'ai quelques questions, est-ce que vous permettez, est-ce que vous avez le temps que je vous en pose quelques-unes rapidement, et voilà, c'est pour, à mon sens, c'est la question qui peut faire la différence. Ah oui, tout à fait. À chaque fois que moi j'ai rencontré des recruteurs, au CDJ, nous avons la chance d'avoir régulièrement des recruteurs qui viennent partager leur expérience avec nos publics. Tous sont unanimes. Si un candidat n'a aucune question à poser sur le poste ou sur l'entreprise, pour eux, c'est un manque d'intérêt, un manque de motivation. Donc vraiment, l'importance d'avoir préparé sa petite fiche sur l'entreprise, s'être informé dans la presse spécialisée de l'actualité de l'entreprise ou du domaine d'activité. Toutes les entreprises n'ont pas des sites, mais au moins, qu'est-ce qui se passe dans ce secteur d'activité, quels sont ses enjeux. C'est important parce que c'est une source pour poser des questions, voir que nous sommes vraiment motivés, attirés par ce secteur. Il faut également avoir en tête que
au moment de l'entretien, le recruteur, il va être attentif à nos réponses, comment nous nous exprimons, mais également comment on se comporte lorsqu'il nous pose des questions. Est-ce que nous sommes déstabilisés? Est-ce que nous sommes à l'aise? Voilà, c'est pas uniquement le fond, mais également la forme. Tout à fait. Le langage non verbal et l'attitude et la posture. On y reviendra également. Donc les questions, donc là quelques exemples de questions que vous pouvez prendre l'initiative de poser. Pouvez-vous m'en dire plus un petit peu sur cet aspect du poste? Donc déjà ça prouve que vous avez regardé le poste, que vous l'avez compris, qu'il y a des choses qui vous paraissent pas claires, que vous voulez en savoir plus, donc ça c'est toujours bien. Qu'on se projette dans ce poste. Qu'on se projette, tout à fait. Vous pouvez également demander, si le poste est clair, le descriptif est clair, vous pouvez demander par exemple quel est le profil des collaborateurs dans l'entreprise. Est-ce que c'est des gens généralement qui viennent tous de mêmes écoles? Est-ce qu'ils ont tous fait un bac+5? Est-ce qu'il y a des autodidactes? Est-ce qu'il y a des profils atypiques? Ça peut vous donner des éléments sur l'entreprise, son positionnement et sa façon d'intégrer les collaborateurs. Des indices assez précieux. Et vérifiez-vous si c'est finalement une entreprise dans laquelle vous vous projetez, parce qu'il y a une cohérence entre vos valeurs, vos façons de voir le travail, le monde de l'entreprise, avec ce que l'entreprise a à vous proposer. Et puis également les projets de l'entreprise à court et moyen terme. Donc, si c'est une grande entreprise, elle a certainement de l'actualité à partager. Si c'est une plus petite, ça peut être juste sur le secteur d'activité, comme vous le disiez, Valérie. Voilà, donc en fait, ce sont des exemples de questions, il y en a d'autres, mais qui peuvent vous aider à creuser un peu plus et montrer votre motivation. Et toujours que vous vous projetez. Et donc vous aider à vous démarquer de tous les gens qui seront passés sur le stand et qui auront juste déposé leur CV, puisque... C'est une attitude qui renforce sa posture professionnelle. La posture professionnelle, lorsque nous sommes sur un salon face à un recruteur, nous ne sommes plus l'étudiant, nous ne sommes plus une personne qui est en attente, nous sommes une personne qui a un potentiel et qui est forcément le ou la candidate idéale. Donc le fait vraiment d'instaurer un échange avec le recruteur, de parler du secteur, de l'actualité économique, je trouve que c'est très important. Un autre point aussi très important, la gestion du stress. Voilà, c'est vrai qu'on est dans un cadre professionnel, en recherche d'emploi. Une recherche d'emploi, ça peut être déjà stressant à la base. Ça peut être encore plus stressant quand on va à la rencontre de personnes qu'on ne connaît pas et qu'on se présente. C'est toujours dur aussi de parler de soi. Donc, encore une fois, on est aussi sur la phase de préparation. Mais voilà, il ne faut pas que le stress vous fasse perdre vos moyens. Il faut que ce soit un stress qui vous pousse à vous dépasser, à trouver en vous les ressources pour faire la meilleure impression possible et faire en sorte de faire la différence avec tout le flot de visiteurs qui passeront sur le salon et le stand de l'entreprise. Lynn, est-ce que vous pouvez par exemple partager quelques points? Alors c'est beaucoup de bon sens finalement, avoir des pensées positives, boire de l'eau, respirer. Voilà, qu'est-ce que... Respirer calmement. Respirer calmement, tout à fait. Donc, oui, non, c'est vrai, c'est regarder le plan une dernière fois la veille, penser à sa tenue vestimentaire, penser à préparer ses CV dans une pochette, un bloc-notes pour prendre les notes si on nous donne des informations pendant les entretiens. Voilà, que tout soit prêt la veille, rien dans la précipitation. Et puis penser en toute conscience, respirer en toute conscience. Et je pense que déjà ça calme bien. Moi, en tout cas, c'était une façon qui me convenait. Je ne sais pas si vous aviez d'autres astuces, mais voilà, déjà savoir que la veille tout était prêt. Oui. Et voilà, se préparer, rester naturel, parce que le faux, ça se sent et ça attire la méfiance. Donc c'est pas une façon de créer un lien privilégié avec
des entreprises. Donc restez vous-même, soignez votre tenue, prenez quand même des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Si vous n'avez pas l'habitude de mettre des costumes, ne partez pas sur un salon avec un costume cravate. On va voir que c'est pas, vous n'êtes pas à l'aise. Donc mettez-vous en valeur à votre avantage dans une tenue correcte, professionnelle. Soyez souriant, soyez confiant et ayez conscience aussi de votre valeur. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez quelque chose à proposer et que les entreprises sont ravies de venir à votre rencontre. Donc soyez convaincus de votre valeur ajoutée. Souvent, les candidats me demandent, mais comment je m'habille alors ce fameux jour souvent, je leur dis, mais habillez-vous comme si vous allez au travail, comme si vous allez occuper ce poste. Et posez-vous toujours la question, quelle image je renvoie en choisissant telle tenue ou telle tenue. Il est inutile d'adopter le costume cravate si c'est pour un poste d'éducateur sportif. Mais il faut vraiment se projeter dans l'emploi. Et la tenue vestimentaire que nous choisissons, elle reflète le futur professionnel, la future professionnelle que nous désirons incarner. Donc voilà, c'est des fois c'est se décaler et se demander, nous aurions en face de nous, quelle est l'image que nous renvoyons. Voilà, donc restez toujours en cohérence avec le métier, l'objectif. Ouais. Bon, après, pour l'éducateur sportif, c'est peut-être pas non plus recommandé de venir en survêtement, quoique je ne sais pas. Non, mais on peut être un peu plus décontracté. Oui. Et il y a des tenues décontractes, des tenues de ville qui sont tout à fait acceptables, bien sûr. D'ailleurs, je voudrais juste préciser, on évite les joggings, on évite les casquettes, les lunettes de soleil, les robes trop courtes, les décolletés plongeants oui, aussi. Exactement. On essaye vraiment d'être sobre et élégant parce qu'on a quand même un recruteur et on va passer un entretien. Donc, il faut vraiment essayer d'être un maximum plutôt de sobriété dans la tenue vestimentaire. Le recruteur, il recrute à l'image de son entreprise. Voilà. Donc, d'où encore l'importance de s'informer sur l'entreprise. Il y a peut-être des codes vestimentaires. Voilà. Quelle est l'image qu'on renvoie et puis, comme vous disiez à l'instant, c'est être à l'aise, confortable, et on ne joue pas à un jeu, sinon on se trahit à un moment ou à un autre. Tout à fait. Donc pendant l'entretien, donc ça y est, vous avez repéré l'entreprise, vous avez le poste qui vous intéresse, vous êtes sur son stand, vous faites la queue peut-être s'il y a du monde, et maintenant c'est à votre tour. Donc vous vous approchez de la personne qui représente l'entreprise, vous souriez, vous avez peut-être un CV, et c'est dans votre attitude aussi, la première impression que vous allez faire, il faut qu'elle soit la bonne. Parce que vous savez qu'on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression, donc il ne faut pas rater cette opportunité. Et c'est donc les soft skills, c'est un terme anglais qui signifie tout ce qui n'est pas des compétences académiques. Donc en fait, c'est tout ce qui a trait à votre savoir-être, vos compétences comportementales, votre éducation. Donc il faut que tout ça transparaisse dans votre posture, dans votre approche, pour faire une bonne impression et peut-être faire en sorte que le recruteur, à la fin de la journée, quand il parcourt les CV qu'il aura ramassés, se dise « Ah oui, ça, cette personne, je me rappelle. J'ai eu un bon feeling. » Voilà, j'ai eu un bon feeling, exactement. C'est vraiment une question de feeling. Et ce qu'on peut dire dans les salons, c'est que c'est l'occasion d'avoir une approche un peu privilégiée, informelle, que vous n'avez pas sur des sites où il n'y a pas d'interface humaine en fait. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir conscience de ses compétences comportementales, de son savoir-être. Voilà, des choses très logiques, vous voyez, sourire, être avenant, rester poli, vous voyez, surtout pas oublier. Oui, et attention, la première impression,
elle peut se faire également lorsque nous sommes dans la file d'attente. Tout à fait, c'est un bon point, effectivement. C'est pas uniquement lorsque nous allons serrer la main de la personne. Cette personne, elle regarde qui attend, comment gérer la file, et elle peut repérer déjà des comportements qui la heurtent, ou se dire tiens... Est-ce que vous avez des exemples concrets à partager de choses à ne pas faire justement quand on fait la queue? Peut-être rire trop bruyamment, ou répondre à ses appels téléphoniques et raconter sa vie, être dissipé, paraître agacé, voilà, tout ce qui pourrait être négatif montrait une certaine irritation. Oui, voilà, je pense que... En fait, rester professionnel finalement, oui, même oui. quand notre tour n'est pas Oui, encore arrivé. oui. Très bien. Donc là, on vous a mis sur la slide. Alors pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas encore le fonctionnement des webinaires, vous pourrez télécharger la présentation qu'on vous montre actuellement, et vous pourrez également revoir en replay le webinaire si vous arrivez en cours de route, ou s'il y a des choses voilà, que vous n'avez pas forcément eu le temps de bien écouter, bien voir, vous pourrez revoir tout ça avec le replay que vous recevrez à la fin du webinaire. Donc là, quelques exemples de choses à ne surtout pas oublier. Donc la politesse élémentaire, hein, dire bonjour, serrer la main, sourire, respirer, son CV également, ne pas oublier de déposer un CV, les imprimer, poser des questions, et puis être synthétique. Mettez-vous à la place du recruteur, il va certainement voir beaucoup de gens passer. Comme vous le disiez tout à l'heure, si vous arrivez le dernier jour du salon, si ça dure plusieurs jours, vous arrivez en fin d'après-midi, tout le monde est fatigué, peut-être vous aussi, c'est peut-être pas le meilleur moment pour transformer l'essai. Donc réfléchissez au meilleur créneau pour vous et pour le recruteur pour que l'échange se passe du mieux possible. Voilà. Il faut être à l'écoute du recruteur. Le recruteur, pendant un salon, va également donner des informations sur l'entreprise, le poste. C'est un réel échange. Et à la fin de cet échange, il faut avoir les informations que nous désirons obtenir, connaître, pour pouvoir par la suite préparer l'après-entretien. Bonne transition, puisque c'est le point que nous allons aborder. Donc une fois que l'échange s'est fait, que vous avez déposé votre CV, que vous avez eu les informations qui vous intéressaient, que vous avez donné les informations les plus intéressantes au recruteur, on conclut, on remercie bien sûr pour le temps accordé, et puis après c'est à la maison que ça se joue. Oui. On aura pu demander si, vraiment à la fin de l'entretien, demander au recruteur s'il est possible de le recontacter, d'avoir son email professionnel ou sa carte de visite. Il peut y avoir à cette occasion un échange de carte de visite. Pour certains candidats, ils vont doubler le CV avec une carte de visite. Sur cette carte de visite, il y aura des mots-clés pour définir son projet professionnel, mais également un lien vers un profil LinkedIn, par exemple. Une carte de visite très, très synthétique. On peut également ajouter sa photo. Et du coup, c'est important d'essayer de garder le contact avec la personne rencontrée. Donc, à la fin de l'entretien, lui demander dans quel délai on peut reprendre contact avec elle, ou quelle est la procédure de traitement des candidatures suite à cette rencontre. Voilà. Une fois à la maison, on envoie un mail pour remercier du temps accordé, pour rappeler la nature de nos échanges, sur quel poste nous nous sommes positionnés pendant cet entretien.
voilà, une petite information qui va venir éveiller le bon souvenir que nous avons pu laisser aux recruteurs. Et peut-être aussi joindre la version électronique du CV, ça peut être utile, Tout parce à que fait. si on n'a pas envie de scanner tous les CV qu'on aura reçus, le CV papier, ça peut être l'occasion d'en remettre une couche avec la version électronique. Lynn, justement, tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux professionnels notamment. Est-ce qu'on peut... ça se fait de plus en plus, d'ajouter des personnes sur les profils professionnels. Qu'est-ce que vous recommandez? Comment on peut demander à un recruteur qu'on vient de rencontrer si on peut devenir ami, entre guillemets, sur les réseaux sociaux professionnels? C'est très simple. En fait, à la fin de l'entretien, on peut se permettre de demander une adresse mail ou une carte de visite. On lui demande aussi gentiment si c'est possible de le rajouter sur LinkedIn parce qu'en général, les recruteurs n'apprécient pas qu'on fasse la démarche nous-mêmes et qu'on s'en demande l'autorisation. Et puis, si le recruteur accepte et vous donne son profil LinkedIn, dans ce cas, au bout d'une semaine, on peut se permettre de lui envoyer un petit message pour le remercier à nouveau de nous avoir accordé quelques minutes pour un entretien et rappeler ses motivations. Après, tout dépend de comment est-ce que vous voulez communiquer. On peut communiquer par mail, on peut communiquer par LinkedIn. L'avantage avec LinkedIn, c'est qu'on a tout de suite accès au profil, au CV, à la présentation. Donc du coup, si le recruteur a un peu oublié le candidat, en lisant la petite biographie, il peut se remémorer et se dire « Ah bah oui, mais je me souviens, il m'avait parlé de telles compétences, etc. » Donc voilà, ne pas hésiter à demander la permission d'ajouter son peut-être futur recruteur sur LinkedIn. Déjà, dans un premier temps, ça vous permet d'élargir votre réseau en tant que candidat et dans un second temps d'être au courant de l'actualité de l'entreprise qui vous intéresse et d'avoir un contact direct avec le recruteur que vous avez rencontré auparavant. Donc là encore, finalement, le fait de demander la permission, ça démontre une éducation, en fait, la politesse de demander et de ne pas se permettre de faire n'importe quoi. Et puis ça vous permet de marquer des points, finalement, de montrer que vous êtes courtois et respectueux de la personne qui vous a reçu. Et même si ce contact n'est pas concluant, il permet de suivre l'actualité du secteur si cette personne est active sur ce réseau. C'est également la possibilité de lui demander un conseil pour mieux orienter sa stratégie de recherche d'emploi ou si la personne peut lui indiquer une autre personne à contacter. Voilà, ce réseau sert également à développer ce réseau et à avoir un maximum de conseils pour adopter la bonne méthode et la bonne attitude. Oui, tout à fait. Parfois, si même l'entretien ou l'expérience n'a pas été concluante dans l'immédiat, ça permet de garder un contact et puis peut-être aussi de demander voilà, malheureusement, je comprends ou vous m'avez signifié qu'il n'y aurait pas de suite favorable à ma candidature. Pour quelle raison? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus pour m'aider pour la suite? Donc voilà, ne pas considérer ça comme un échec, mais plutôt comme une opportunité pour aller plus loin et continuer à s'améliorer. Pour rebondir. Exactement. Et s'améliorer, tout à fait. Ce qu'il faut éviter absolument, donc on vous en a un petit peu parlé, mais il y a des choses... également beaucoup de bon sens, mais qu'on peut parfois perdre sous l'effet du stress ou d'autres raisons. Venir en groupe. Alors certes, vous êtes un groupe de copains, tous en recherche d'emploi ou de stage, et ça vous donne du courage d'y aller ensemble et de vous motiver. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus agréable. On peut venir en groupe pour se faire des petites pauses et décompresser, mais surtout face aux recruteurs ou dans la file d'attente, on est professionnel, on révise, on répète un petit peu sa présentation, mais oui, on n'est pas trop dissipé pendant les attentes devant les stands. Voilà, être pressé aussi. Si vous aviez prévu de faire un saut entre midi et deux parce que vous travaillez, peut-être que ça vaut le coup de poser une demi-journée ou de prendre votre journée entière
si c'est un grand salon et que l'enjeu est vraiment important pour vous, voilà, accordez-vous du temps parce que vous ne savez pas comment ça va se passer. Et encore une fois, ne pas faire preuve d'agacement dans la file d'attente. Voilà, avoir un langage familier, donc être raccord avec le cadre professionnel du salon. Vous ne vous exprimez pas de la même façon avec vos frères et sœurs, vos parents, vos conjoints que face à votre futur employeur. Donc voilà. Manquer d'humilité, être trop arrogant. Parfois, on a tendance à en faire peut-être un peu trop pour montrer qu'on sait faire plein de choses. Et ça part peut-être d'une bonne intention, mais en fait, c'est peut-être maladroit. Ah oui, et même contre-productif. On va peut-être vous dire oui, merci, et puis finalement se dire mais celui-là ou celle-là. Il faut être authentique. Voilà. Honnête, authentique. Et, déjà, je pense que ça influence et ça se voit et ça se sent. Ça se sent. Ça inspire la confiance finalement qu'on cherche à créer dans les salons. Critiquer votre ancienne entreprise, votre ancien manager. Alors, ça peut parfois mal se terminer pour différentes raisons, mais dans ce cas, vous n'êtes pas obligé d'en parler. Parce que le moment de la rencontre, c'est assez court finalement, donc c'est pas utile de s'apesantir sur ces aspects-là. Et puis parler de ses prétentions salariales, c'est pas le moment. Voilà, ça viendra après si vous décidez d'aller plus loin avec l'entreprise, et c'est ce qu'on vous souhaite d'ailleurs. Mais c'est pas quand vous déposez votre CV et que vous faites connaissance avec un recruteur sur un stand que vous parlez. Demander le nombre de jours de congé. Exactement. Ou les tickets restaurants, ou tous les autres avantages en nature qui se rapprochent de ça. Le moment du salon, c'est vraiment une prise de contact. C'est multiplier les rencontres, obtenir l'opportunité d'être recontacté plus tard pour un entretien d'embauche où on va prendre encore plus le temps de se présenter et d'argumenter. On arrive au terme des points qu'on voulait partager avec vous. Merci Valérie, merci Lynn. Donc là, on va prendre vos questions. Alors, on va peut-être pas pouvoir toutes les traiter, mais on va faire notre possible pour y répondre au mieux si on n'a pas déjà fait au cours des 45 minutes. Sinon, on se donne rendez-vous au salon. Moi, j'y serai. Oui, tout à fait. Sur le stand du CIDJ, donc je serai prête à répondre à toutes vos questions. Alors, nous avons quelques questions. Si vous rencontrez des problématiques... ça défile. Bonjour à tous. Et merci encore une fois pour votre attention, votre participation. On est assez nombreux aujourd'hui. Donc oui, je vois des questions. Est-il possible de télécharger le document? Oui, tout à fait. Vous pourrez télécharger la présentation en format PDF et revoir le webinar en replay. Et je vois, on nous pose également la question, combien prévoir de CV? Au moment que vous allez préparer votre venue au salon, vous allez bien repérer le nombre d'entreprises que vous prévoyez de rencontrer. Donc, ça va être le minimum. Et puis, prévoyez peut-être 5 CV de plus. Attention, les CV, maîtrisez les accroches. Vous pouvez avoir un CV, mais avec des titres différents selon les entreprises et leur profil de poste recherché. D'où, encore une fois, l'importance de bien se préparer et d'avoir préparé ces CV avant de venir au salon. Tout à fait, donc je me permets de rebondir. Si vous avez des questions sur comment rédiger un CV efficace, on propose également des webinars pour vous conseiller. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur notre chaîne Monster sur Webikeo. Et vous avez des conseils vraiment très pratico-pratiques pour faire en sorte que votre CV soit clair, résume bien qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous cherchez. Alors, pourriez-vous donner une structure de discours pour une présentation en 3 minutes? C'est une question d'Anaïs. C'est se présenter. Bonjour, je suis Anaïs. Je viens d'obtenir, si nous sommes jeunes diplômés, je viens d'obtenir
tel diplôme. J'ai repéré votre entreprise car je suis très intéressée par le dernier projet qu'elle met en place, ou parce que j'ai repéré que vous recherchiez tel profil de poste. Justement, lors d'une dernière mission en stage, j'ai pu réaliser telle mission, supervisée par tel professionnel, et j'ai obtenu tel résultat. Projetez-vous tout de suite, voilà. Simplement cibler, viser au plus près de l'attente du recruteur. J'ai 3 enfants, donc je suis restée à la maison quelques années. Et comment me mettre en valeur? C'est une question de... Tout dépend du profil de poste que vous visez maintenant. Vous avez pu rester à la maison pour vous occuper de vos enfants. C'est un choix que nous sommes libres d'avoir. Mais pendant ces 3 ans, vous êtes certainement informé également sur le domaine d'activité. Vous avez fait d'autres choses. Vous avez peut-être suivi des cours en autodidacte, suivi des MOOC pour vous tenir à un niveau dans votre spécialité. Donc voilà, ce congé parental peut être également l'occasion de se perfectionner. C'est tout cela que vous allez mettre en évidence. Oui, donc en fait, assumer cette pause dans sa carrière, oui. Que ce soit un congé parental, que ce soit une période de chômage aussi. Oui, tout à fait. Être transparent, assumer, et que voilà, montrer que c'était pas une période creuse dans votre parcours, mais que c'était l'occasion pour vous de développer d'autres types de compétences, de vous ouvrir à d'autres peut-être passions qui pourront faire mouche dans l'emploi que vous recherchez actuellement. Donc voilà, assumer, rester transparent et rassurer surtout. C'est surtout ça. Comment aborder un recruteur lorsque nous sommes en reconversion? Lui expliquer ses nouvelles motivations, ses nouvelles attentes. Pourquoi à 25 ans, à 40 ans, à 50 ans, on décide de changer de cap. Lui expliquer les valeurs qui nous animent pour aller vers ce nouveau projet, ce nouvel emploi. C'est également lui signifier que nous avons certainement des compétences acquises dans un autre domaine, mais facilement transposables dans ce nouveau challenge. Tout à fait. On peut faire glisser un petit peu les questions suivantes. Alors, bonjour, est-ce qu'il est possible de présenter des documents qui... c'est peut-être les lettres de CV. Recommandation en plus du CV ou des rapports de stage. Non, là on est sur un format court. Vous pouvez signifier à l'oral que vous tenez à disposition des dossiers, sauf si vous êtes un créatif, une créative et que vous avez un book. Là, oui, par contre, venez au salon avec votre book et laissez surtout une adresse internet si vous avez créé un blog pour que le recruteur puisse retrouver toutes vos réalisations. Après, peut-être si vous souhaitez partager soit des références, soit des projets, peut-être le mettre en pièce jointe suite au salon, quand vous allez prendre contact pour remercier à l'écrit, par mail ou via les réseaux sociaux. Voilà, c'est peut-être l'occasion, si vous le souhaitez, si c'est pertinent. Le but, c'est pas de bombarder la personne qui vous a reçu d'informations pour la convaincre que vous êtes la bonne personne. C'est avant tout vous, votre personne, qui être votre premier faire-valoir. Hein. C'est le support, il vient juste pour compléter. C'est vraiment vous. Faites-vous confiance sur ce que vous avez à dire et à partager. Alors, une autre question. Alors, je suis désolée, je suis un peu loin, donc c'est pour ça que je me penche et que je plisse les yeux. Bonjour, comment aborder justement une période creuse causée par l'impossibilité de poursuivre des études aux différents de côtés pour lesquels postuler? C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, finalement. Soyez décomplexés, ça arrive à tout le monde et peut-être que le recruteur a lui-même une période creuse.
Donc, je répète, soyez authentique et honnête. Peut-être que pendant le salon, cette question, elle ne sera pas abordée. Présentez-vous. C'est plutôt des questions que nous devons préparer pour un entretien plus classique. Donc, ne vous mettez pas des freins, ne vous mettez pas des peurs sur ce type de questions. Tout s'explique. À vous de trouver quelle est la formulation la plus juste pour expliquer cette période creuse. Et puis parfois, sans vous dévaloriser, en restant positif, parce que cette période, elle vous a peut-être apporté d'autres choses, une meilleure connaissance de vous-même, de vos valeurs, une meilleure construction de votre projet professionnel. Et puis parfois, c'est pas une question piège. Quand le recruteur nous interroge, là il y a un trou sur votre CV, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt, à mon sens, une façon de voir un petit peu la réaction du candidat. Oui. Voir est-ce qu'il assume ou pas, comment il va argumenter, comment il va rassurer. Voilà, là encore, à chaque fois, le recrutement, c'est une histoire de feeling, c'est une histoire de confiance. Donc l'idée, c'est de rassurer, de prouver que voilà, vous avez été au chômage, vous vous êtes arrêté pour vous occuper de vos enfants, que ça fait longtemps que vous cherchez du travail. Ça arrive à tout le monde. Vous assumez, vous êtes motivé, souriant, positif, parce que personne n'a envie de recruter quelqu'un de déprimé, quelqu'un de désespéré. Et même si c'est le cas, il ne faut pas le laisser transparaître. Voilà, il faut faire envie de vous recruter, de montrer que vous avez des choses positives à apporter et pas de la déprime, quoi. Même si, voilà, c'est pas toujours facile, on le sait, de chercher un emploi. Voilà, vous, en tant que recruteur, quel candidat vous aimeriez recruter? Voilà, et puis n'oubliez pas que déjà, si vous faites la démarche d'aller dans un salon, rencontrer, c'est très courageux parce que c'est pas une position confortable de se mettre comme ça en avant, presque sur scène, en représentation. Donc soyez confiants, ayez conscience de votre courage et puis tout va très bien se passer, je pense. Ouais. On continue avec les questions. Est-il obligatoire de mettre une photo sur son CV? Absolument pas. Non. Moi, ce que je conseille, je me permets de... En fait, mettez une photo si elle vous met en valeur. Si pour différentes raisons, vous ne souhaitez pas, vous n'avez pas de photos récentes, vous n'avez pas de photos professionnelles, ça ne sert à rien de mettre une jolie photo de son profil Facebook, c'est contre-productif, ce n'est pas approprié. Donc, en cas de doute, il vaut mieux ne rien mettre que la photo, elle doit être professionnelle. Tout à fait. C'est pas une pose suggestive en dos nu ou avec un groupe d'amis, non, c'est... voilà, ou avec vos enfants. Ou avec vos enfants, voilà. Oui. Et on envoie des CV. Oui, on envoie pas mal. Et oui, la photo, elle n'est pas forcément obligatoire. Elle peut être recommandée pour certains postes où il y a une activité en lien avec le public, mais non, elle n'est pas obligatoire. Faites-vous confiance. Regardez si votre CV visuellement vous plaît, s'il est clair, lisible, et ça suffit. Voilà. Peut-on postuler à un poste en France avec un CV rédigé en anglais? On peut, si on est sur un poste en commerce international, si c'est un poste où nous sommes amenés à avoir des relations avec d'autres professionnels et parler anglais couramment tous les jours, mais doublez-le, envoyez ou transmettez un CV en français et un CV en anglais. Alors, différence de CV entre CV français et CV anglo-saxon. Le CV anglo-saxon est plus tourné sur l'action avec des verbes d'action et il peut être aussi plus étayé. C'est vrai qu'en France, on aime être synthétique, même si on a un parcours professionnel assez long. On aime conserver le CV sous un format d'une seule page. Sous un format anglo-saxon, on ne va pas hésiter à détailler, à apporter beaucoup d'éléments et à dépasser deux, voire plus si c'est pertinent. Mais voilà, encore une fois, il faut rester raccord avec le contexte. Et si, comme vous le disiez Valérie, vous souhaitez mettre votre CV en anglais parce que le poste le justifie, pourquoi pas. Mais voilà, il faut rester pertinent. Sinon, ça montre que vous manquez
de jugement sur ce qui est approprié ou pas. Juste une chose pour le CV en anglais, anglo-saxon, la photo est interdite. Et ça, c'est très important de le souligner parce qu'un recruteur anglais, s'il voit une photo, c'est rédhibitoire, il ne regarde pas le CV de par leur mentalité ou voilà, pas de discrimination, etc. Du coup, la photo est interdite. Donc, photo interdite, date de naissance, âge, situation maritale. En France aussi, normalement, mais c'est vrai que c'est encore plus marqué dans la culture anglo-saxonne. Donc, tout ce qui peut, en gros, vous positionner sur votre vie personnelle qui sort hors du champ professionnel n'a pas à apparaître sur votre CV anglo-saxon. Chaque pays a ses propres codes pour présenter sa candidature. Alors, on va prendre encore quelques dernières questions. On a déjà traité celle-ci. Est-il possible de présenter des documents qui concernent nos expériences? Éventuellement, si c'est pertinent. Sinon, les joindre par la suite quand on remercie et qu'on passe à la suite. Voilà, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour des questions. Alors, je vois qu'il y en a encore qui en posent. On peut vous donner... Alors, si on revient sur les slides, on peut vous donner rendez-vous pour les franciliens la semaine prochaine au salon Paris pour l'emploi, donc organisé par Carrefour pour l'emploi. Exactement. Donc, vous nous retrouverez, Valérie, Lynn et moi, pour vous prodiguer des conseils. Donc, c'est jeudi et vendredi de la semaine prochaine, place de la Concorde à Paris. Donc, c'est un salon généraliste, donc très intense. Il y aura beaucoup de monde. Donc, pensez bien à préparer au maximum votre projet professionnel, vos questions, vos réponses, votre attitude et vos CV. Et puis, bien entendu... N'hésitez pas à passer sur nos stands. Nous serons là également. Avec plaisir. On sera ravis de vous rencontrer en personne. Pour vous informer. Exactement. Et puis, évidemment, nos sites à disposition. Le site Monster, donc on a plus de 500 articles conseils sur comment rédiger le CV, comment bien mener ses entretiens de recrutement. Enfin, voilà, plein de conseils. N'hésitez pas à venir nous rendre visite, à mettre votre CV aussi sur notre site Monster, donc www.monster.fr, à télécharger la présentation du webinaire, je l'ai déjà dit, à voir le replay, et puis également le site du CIDJ, CIDJ.com, où il y a une mine de conseils pour préparer sa recherche d'emploi, pour trouver un employeur pour une alternance, un stage, un premier emploi ou un emploi qualifié. Moi, je vous attends sur le salon jeudi et vendredi prochain, mais je peux également vous revoir au CIDJ à Paris. Mes collègues et moi nous informons sur les études et comment rédiger CV, lettre de motivation. Nous organisons également des ateliers collectifs pour vous préparer à trouver votre employeur ou à vous informer sur les études ou la mobilité internationale. Et également le site Carrefour pour l'emploi pour ne rater aucun salon, donc à Paris, mais également en province, puisque vous êtes présent. Voilà, oui, donc, à Bordeaux, Nantes, Rouen aussi. Est-ce que vous pouvez rappeler les dates peut-être? Alors, pour être honnête, les dates, je ne les ai pas en tête. Par contre, vous pouvez aller sur carrefouремploi.org et retrouver toutes les dates de nos salons et surtout www.parisemploi.org, justement pour trouver les meilleures offres qui correspondent à votre profil via votre CV que vous pouvez faire analyser en ligne. Donc c'est un nouvel outil que nous avons mis en place justement pour la nouvelle édition de Paris pour l'emploi et l'idée est vraiment de pouvoir accompagner le candidat via un outil où il va pouvoir directement savoir quelle entreprise il doit contacter et quelle entreprise recherche tel métier, tel poste, etc. Donc très intéressant, je vous invite à y aller. Voilà. Très bien. Merci mesdames, merci Valérie, merci Lynn, merci à vous de nous avoir suivis une nouvelle fois et puis à très vite sur notre chaîne Monster sur Webikio pour ne rater aucun webinaire et aucun conseil sur notre site. Bonne journée à vous et bonne continuation dans vos recherches. À bientôt. À bientôt.